Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la santé mentale et de la question de comment le capitalisme détruit notre santé mentale, en fait, comment il nous fait souffrir psychologiquement, comment ce système rend favorable le développement de troubles psychiques. Ça peut valoir pour des troubles importants en fait qui sont diagnostiqués comme la dépression, les troubles anxieux, la bipolarité, la schizophrénie, mais en fait ce dont je voudrais parler aujourd'hui c'est quand même plus d'un mal-être général, du quotidien, du stress quotidien, de l'épuisement. Et du coup je vais beaucoup parler de comment justement le capitalisme est responsable de ça, mais pour vous rassurer quand même, ça finit sur une note positive, donc vous pouvez regarder la vidéo sans finir trop mal. Donc pour commencer, bah, forcément, il y a toutes les angoisses qui sont liées à l'argent. Trouver un logement, le garder, trouver de quoi se nourrir tous les jours, enfin avoir de quoi se nourrir tous les jours, et pour ça, avoir un travail qui nous rapporte suffisamment pour se nourrir, enfin pour subvenir à nos besoins à nous et à ceux de notre famille. Euh, Éventuellement, pour faire un travail, bah, faire des études qui mènent à un travail. Et malgré ce chemin de faire des études et trouver un travail pour avoir de l'argent, ben on a aussi ce poids de devoir essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. Euh, de manière générale, dès qu'on investit, que ce soit dans une activité ou dans un produit, on a envie de le rentabiliser. Du coup, ce qui rend difficile la notion de prendre des risques, qui pourtant bah, est enrichissant, où on a des difficultés à jeter, à tourner la page. Une autre charge mentale stressante, c'est le fait de devoir penser à tout, en fait, penser aux dettes qu'il y a à rembourser, penser au futur, prévoir, en fait, mettre de l'argent de côté, prévoir des assurances qui jouent justement sur nos peurs, prévoir pour la retraite, prévoir pour nos enfants, même sur la question de la santé. Quand on commence à se sentir un peu mal, on se dit, et qu'on devrait aller voir un spécialiste, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille dépenser du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent? Parce que même si on est dans un système social où la santé est censée être gratuite, bah en fait tous les médicaments ne sont pas remboursés, tous les spécialistes ne sont pas remboursés, toutes les prises en charge ne sont pas remboursées. Ça demande, qui plus est, bah, une charge administrative souvent, qui vaut pour tous les domaines de la vie en fait. Toute cette paperasse administrative, elle est souvent très lourde pour beaucoup de gens. C'est une forte source d'angoisse en fait. Et justement, cette paperasse administrative, on peut se demander à quoi elle sert. Elle sert en fait à contrôler euh, où va l'argent et à qui va l'argent dans cette société. À, à répartir prudemment la misère et à protéger la fortune et la propriété des gros capitalistes. Elle sert à faire payer les travailleurs le plus possible, et notamment en temps de crise, et comme actuellement. Et d'ailleurs, les crises, c'est aussi une source d'angoisse, parce que la hausse du chômage, la baisse des salaires, la baisse des conditions de travail, tout ça, c'est un stress et qu'on doit prendre en compte dans notre anticipation, en fait, de notre vie. Et je pense que c'est un autre point sensible, c'est cette insécurité constante, en fait, dans notre société. Que ce soit pour nous, comme pour nos enfants, on vit avec la peur constante de perdre ce qu'on a, que ce soit nos biens ou notre situation. Et, et cette peur, en fait, elle incite à l'égoïsme. Elle incite à vouloir protéger ce qu'on a, à avoir peur que les autres nous prennent. Et forcément, c'est plus facile de prendre du plaisir à partager et à être généreux quand on a de l'abondance, quand on a suffisamment pour nourrir ses besoins et ceux de son entourage, et plus encore, que quand on a toujours peur de manquer. Quand on vit dans le manque, bah, devoir partager, c'est du stress en fait. On vit en fait avec la conscience que dans ce système, on pourrait tout perdre d'un coup, que ce soit à cause d'une crise, à cause d'une perte d'emploi, à cause d'un accident ou à cause d'une contre-réforme par exemple. Et du coup, c'est toute une insécurité qui est toujours là dans notre tête et à laquelle on pense pour nous et pour nos enfants. À tout ça s'ajoutent les questions environnementales qui donnent au futur un aspect encore plus incertain, où entre les scénarios catastrophes et la culpabilisation de nos comportements individuels, bah, c'est difficile
de se sentir à l'aise avec cette question, surtout que la plupart du temps, on se sent complètement impuissant. Et justement, je pense que ce sentiment d'injustice, c'est un très gros morceau, parce qu'en fait, ça représente un poids énorme, je pense, pour beaucoup de gens, qui empêchent en fait de sortir de cette angoisse-là. Face aux injustices, face à la violence du monde, les gens se sentent impuissants. Face à la politique et à la gestion de la société de manière générale, impuissance face à notre propre socialisation, parce que prendre conscience en fait de tout ça, de tous ces mécanismes et de toutes les dynamiques néfastes qu'il y a dans la société, c'est une chose, mais après se rendre compte et vouloir les déconstruire, vouloir changer, c'est pas une tâche facile, voire c'est une tâche impossible. On est impuissant face à la production, on contrôle pas qu'est-ce qui est produit, comment c'est produit, par qui c'est produit. Non, en fait, on travaille parce qu'on veut gagner de l'argent, et on travaille pas parce qu'on a décidé qu'il fallait produire ça, parce que c'était utile à la société. On travaille pour des entreprises en fait dont la production n'a pas de sens pour nous. Même dans le social, en réalité, regardez par exemple les enseignants, c'est pas eux qui vont décider forcément quelle pédagogie ils vont adopter, quel programme, quels horaires, c'est pas eux qui vont décider de l'architecture des lieux qui compte pour ça. Enfin, voilà tout ça. En fait, on peut se poser la question, quelle perspective porteuse d'espoir ce système a à offrir ? Aucune. C'est juste un engrenage perpétuel d'injustice et de frustration. Et cette question d'impuissance, d'ailleurs, c'est un truc qui revient souvent pour expliquer en fait les raisons de l'automutilation, où en fait quand on n'a plus de contrôle sur rien dans nos vies, notre corps ça semble être la dernière chose sur laquelle on a du pouvoir, et de se faire souffrir, ça nous rappelle ça, et ça peut même avoir une dimension de réconfort en fait. Quand on se retrouve comme ça, enfermé dans un système qui nous dépasse, qu'on ne contrôle pas, en fait il perd tout son sens. On se demande pourquoi on vit. Quel but, quelle place on peut avoir dans cette société qu'on ne contrôle pas du tout. À quoi bon vivre si on ne peut pas en profiter ? À quoi bon s'indigner et lutter quand on ne voit pas le monde changer ? Quand on donne pendant des années à des associations caritatives, mais que en réalité, la famine et la guerre perdurent. À quoi bon faire des enfants si c'est pour les laisser dans un monde qui ne fait que s'empirer ? Toutes ces pensées-là, en fait, qui sont déprimantes, fatalistes, elles peuvent légitimement nous venir. Et c'est normal parce que ce système n'a pas de sens. Il produit pour des profits dont on ne voit pas la couleur, et sans aucun égard pour les personnes et pour leurs besoins, voire pour leurs aspirations. L'organisation de la société est absurde. On doit rentabiliser la santé, on doit quémander du travail, alors que pourquoi on travaille ? Est-ce qu'on ne travaille pas pour apporter de la production à la société ? Mais s'il n'y a pas besoin de cette production, ça veut dire qu'on travaille assez, ça veut dire qu'il faudrait répartir le temps de travail et baisser le temps de travail. Pourquoi le chômage existe ? Comment c'est possible dans une société normale que le chômage existe ? Pourquoi la misère existe quand on est capable de produire en abondance ? Pour un membre de la classe ouvrière et du point de vue de ses intérêts, cette société n'a juste aucun sens. Et qui plus est, il y a une lutte idéologique qui est menée par la bourgeoisie pour pas qu'on puisse envisager d'alternatives, pour pas qu'on arrive à croire que ce système peut prendre fin. Il y a un discours dominant sur regardez à quoi l'utopie communiste a mené. C'est impossible en fait. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Et si vous avez tendance à croire à ce discours, je vous invite vraiment à vous renseigner plus, à vous renseigner sur qu'est-ce que c'était le stalinisme, pourquoi c'est pas une fatalité. Je vous conseille le livre de Trotsky, La Révolution trahie, parce qu'il faut pas s'arrêter à cette croyance-là, c'est pas vrai. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas m'étaler, mais j'en ferai une autre, mais vraiment renseignez-vous. Une autre chose, c'est combien de choses on fait parce qu'on en a vraiment envie, ou parce qu'on pense que c'est vraiment utile à la société, par rapport au nombre de choses qu'on fait, parce qu'on se sent obligé économiquement, voire idéologiquement. Quand on va faire des études parce qu'elles sont gratuites, ou parce qu'on pense qu'elles vont mener un domaine qui rapporte de l'argent, plutôt que juste faire des études dans ce qui nous plaît, dans ce dans quoi on a du talent, dans ce dans quoi on s'épanouit. Tous les centres d'intérêt qu'on abandonne parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps,
parce qu'on ne peut pas se permettre de se payer des cours ou de s'acheter du matériel. Tout ce temps perdu à correspondre à des normes sociales qui en fait sont juste le produit de la société et servent à le maintenir. Tout ce temps perdu à travailler pour des emplois qui n'existent que parce qu'on vit sous le capitalisme ou plus généralement qu'on vit dans une société d'exploitation, que ce soit bien tout ce qui touche à la publicité, donc du simple démarchage aux experts du marketing, toutes les personnes qui travaillent dans les banques, dans l'armée, à Pôle emploi, les personnes qui travaillent dans la charité, etc. Aussi tous les emplois qui pourraient être complètement ou partiellement remplacés par des machines, mais que ça n'est pas fait parce que sinon ça produirait du chômage ou que ça vaut plus le coup en fait de payer une main d'œuvre pas chère, que ce soit les hôtesses de caisse, la mise en rayon, le ménage, sûrement les poubelles, les petites mains, tout le travail à la chaîne. À tout ça s'ajoutent des injonctions contradictoires auxquelles on se sent obligé de répondre, mais en fait c'est impossible. Par exemple, être heureux, optimiste, mais pas nier, avoir confiance en soi, se développer personnellement, mais quand même rester à sa place et rester modeste. Faire attention à sa santé, mais rester bon vivant. Être woke, informé, mais sans être moraliste. Et dans ce domaine-là, on peut dire que les normes genrées règnent en maître, c'est-à-dire qu'il faut être belle, mais il faut pas être superficielle. Il faut être intelligente, mais il faut pas être chiante. Il faut s'occuper du foyer, mais rester moderne et intégrée. Il faut être séduisante, mais innocente. Il faut pas être trop coincée, mais il faut pas non plus être une salope, quoi. Ça vaut aussi, par exemple, dans le domaine du travail, où on doit accepter n'importe quel boulot, mais être super motivé. On doit avoir de l'expérience pour notre premier travail. On est tout le temps traité de fainéant, ou du fait qu'on manque d'ambition et que c'est pour ça qu'on a un boulot de merde, alors que pourtant, ces boulots de merde, il faut bien que quelqu'un les fasse, il faut bien que quelqu'un le fasse au ménage, il faut bien que quelqu'un aille ramasser les poubelles. Il faut bien que quelqu'un aille travailler à l'usine. On nous demande de nous impliquer à fond dans notre travail, mais sans demander de hausse de salaire. Alors que pourtant, en plus, pourquoi on serait tellement impliqué? Puisqu'en réalité, on n'a aucun contrôle sur le produit de notre entreprise. Comme je l'ai déjà dit, en fait, on est juste un maillon d'une chaîne qu'on ne contrôle pas. Et on travaille en fait pour de l'argent, pas pour ce qu'on fait. C'est tout le système qui est basé là-dessus. On travaille pas pour le produit de notre travail, on travaille juste pour gagner de l'argent, pour survivre. On pourrait trouver des milliers d'exemples comme ça. Et en plus de ça, on nous donne des idéaux inatteignables en réalité, ce qui crée une très forte dévalorisation de soi. On a des injonctions qui sont complètement antagonistes et on n'arrive pas à, du coup, forcément, à y correspondre. Et ça crée une grosse perte de confiance en soi. On peut se retrouver perdu, ne plus réussir à comprendre, en fait, à se comprendre soi-même, à comprendre ce qu'on veut. Et on est tellement pris par un filet de contradictions et de modes de pensée tordus de la société. Et dans ce contexte, comprendre les autres, ça peut devenir tout aussi difficile. On est une société d'individus isolés qui se sentent seuls et pour cause. On manque de temps, on subit de fortes pressions, on manque de confiance en nous, donc la sociabilité peut s'avérer très compliquée. La communication aussi, et on est qui plus est constamment mis en compétition, hiérarchisé. Si le capitalisme a rassemblé les travailleurs dans des larges lieux de travail comme ça s'était jamais fait avant, mais en réalité, ils cherchent constamment, et même je dirais du coup, ils cherchent constamment à les diviser idéologiquement par tous les moyens possibles. On est seuls, tous ensemble, et beaucoup se sentent en décalage, n'arrivent pas à créer le lien humain dont ils auraient besoin. Parce qu'encore une fois, l'humain est un être social, et avoir de l'affection, avoir de la solidarité, c'est un réel besoin pour nous, pour notre développement. Et ce besoin-là, dans notre société, on se retrouve obligé à aller le chercher dans un noyau qu'on appelle la famille, dans le couple. Cette famille ou ce couple nous permet
d'avoir en fait de répondre à ce besoin de lien social, de sécurité affective. Et en même temps, ça lui donne un pouvoir très fort sur nous. Et c'est comme ça que peuvent se développer par exemple des relations toxiques ou des violences, que ce soit morales, physiques, sexuelles, dont on n'arrive pas à sortir. Parce qu'en fait on est dépendant affectivement. Parce que c'est notre seule source de sécurité affective, comme je l'ai dit, dans la société. Parce qu'on a peur d'être seul en fait. Parce que la société n'est pas capable de nous apporter ce besoin de lien social en fait. Et parallèlement à ça, on vit en même temps dans une peur constante de l'autre qui nous ronge en fait, dans une méfiance de l'autre. Et toutes ces dynamiques, elles se retrouvent pas que dans la famille, bien sûr, elles se retrouvent à l'extérieur, que ce soit toutes les violences, toute l'agression, toutes les oppressions, le harcèlement. Toutes ces dynamiques, elles peuvent créer des traumatismes, elles peuvent créer aussi des cycles de reproduction, où la victime devient bourreau, où la souffrance d'un côté s'exprime par la violence, où subir la soumission et l'écrasement dans une sphère fait qu'on a besoin de chercher de la domination, de faire preuve d'abus de pouvoir dans une autre sphère. Et le comble de tout ça un peu, c'est que tout ce dont j'ai parlé là, tout en fait cette violence qu'on subit psychologiquement, toutes ces contradictions, toutes ces injustices, bien souvent on les prend sur nous et on culpabilise de ces sentiments-là, on culpabilise de ce manque de confiance, on culpabilise de nos comportements. Donc tout ce dont j'ai parlé, et bien plus encore en réalité, parce que c'est une liste clairement non exhaustive. Mais donc tout ça a un impact sur notre santé mentale, tout ça détruit notre santé mentale. À différentes échelles, bien sûr, différemment selon les personnes. Mais je pense qu'on peut dire que de manière générale, on va plutôt mal. Et face à ça, comme il peut, instinctivement, notre corps ou notre cerveau va chercher une sortie en fait, une issue. Il va apporter des solutions qui en ont pas forcément l'air. Par exemple, les addictions, que ce soit à la drogue, à l'alcool, à la cigarette ou à la nourriture, tous les troubles du comportement alimentaire, tous les TOC, la surconsommation en général, qui en réalité comble une frustration, c'est pas juste une bêtise humaine. L'automutilation dont on a déjà parlé, les burn-out, etc. Dans une société individualiste comme celle dans laquelle on va chercher à surmonter ces problèmes, on va chercher une solution individuelle. Et parce que c'est difficile d'aller chercher du soutien, c'est difficile d'avoir du soutien, c'est difficile d'apporter du soutien. Et cette fragilité-là, elle nous met véritablement en danger, parce qu'en cherchant des solutions, on peut tomber d'ailleurs dans des trucs comme tout ce qui est arnaque, tout ce qui est pseudoscience, tout ce qui est secte même, qui peuvent nous mettre encore plus en danger. Je voulais donner quelques statistiques, quelques chiffres, mais au final je pense que j'en mettrai plutôt en barre d'infos parce que c'est un peu compliqué. En plus ça demanderait en réalité de commenter toutes les recherches parce que des chiffres en soi ça veut rien dire et que disons que ça a ses limites. Donc je vais juste donner quelques infos. Par exemple, il y a une étude qui a été faite, une étude britannique qui a été faite sur le lien entre la crise économique et l'impact que ça a sur la santé mentale. Et à ce sujet, la BBC commentait qu'après la crise économique de 2008, les taux de suicide ont augmenté dans les pays européens et américains étudiés, en particulier dans les pays où les pertes d'emploi sont importantes. Il y a un article sur cette étude que je mettrai en barre d'infos du coup parce que c'est super intéressant. On peut donner aussi le cas de Anaska, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui était un étudiant lyonnais qui s'est immolé sur sa fac en accusant la précarité qui s'étend et broie de plus en plus de vies. Une autre chose intéressante, c'est le nombre de SDF qui sont largement touchés par les troubles psychiques. On compte à peu près à 70% le nombre de SDF qui souffrent de troubles, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des gens qui ont suffisamment pour se loger. Maintenant, je voudrais juste m'arrêter sur un argument qu'on me dit souvent oui, mais de toute façon, la plupart des troubles psychiques, ça a été prouvé qu'ils sont majoritairement d'origine génétique, etc. Et je précise que je dis pas le contraire ici. En fait, que la biologie explique un trouble n'empêche pas que
l'environnement social ait un impact. Par exemple, c'est pas parce qu'on a une disposition génétique à développer un trouble qu'il va forcément se développer. Le contexte social peut être déclencheur de ce développement, par exemple. Le contexte social peut aussi être juste un facteur aggravant. D'ailleurs, de toute façon, on ne peut pas prouver que un trouble se développerait de la même manière ou se développerait tout court, même s'il était en dehors du capitalisme, puisque de toute façon, on ne peut pas expérimenter ça, on ne peut pas sortir du capitalisme pour voir ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'études montrent au contraire que la situation sociale, la situation économique a un impact sur la santé mentale. Et de manière générale, j'ai envie de dire que aussi la biologie et le social ne sont pas des concepts qui sont complètement séparés l'un de l'autre. En fait, le biologique et le social interagissent constamment. Ils s'influencent l'un l'autre, ils se modifient l'un l'autre. Ils se développent ensemble en fait. Et ça, faut toujours le prendre en compte. On peut pas prendre juste la science en tant que telle comme si c'était juste une vérité au-dessus de tout. La science et la biologie et la génétique, elle est impactée par l'environnement social. Toujours. Cela dit, je dis pas, il est probable que certains troubles soient très fortement génétiques. Mais même dans ces cas-là, par exemple, il faut poser la question de quelle prise en charge derrière. Ça, c'est politique, c'est social. Et justement, le capitalisme crée une difficulté d'accès aux soins en privatisant par exemple la recherche, en la mettant en compétition dans la recherche de profit, en privatisant les services publics de santé, en mettant en place des politiques d'austérité qui vont fermer des lits, qui vont fermer des places dans les hôpitaux, qui vont supprimer du personnel, qui vont empêcher d'avoir suffisamment de matériel, qui vont supprimer la gratuité, l'accès aux soins, les aides financières quand on a un trouble qui en demande, l'accès au traitement, etc. Je le redis, mais sous le capitalisme, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps de prendre correctement soin de soi, qu'on ait un trouble ou pas d'ailleurs. Et qui plus est, l'idéologie dominante incite à la stigmatisation des personnes qui ont des troubles psychiques. En les culpabilisant souvent, en les rendant responsables. On considère que si elles ne peuvent pas s'adapter aux structures normalisées de la société, qu'elles ne peuvent pas s'adapter au marché du travail, alors elles sont qu'un poids, voire une charge. En réalité, ce système, en ne voulant pas financer l'accessibilité du système à l'intégration de toutes les personnes différentes, il choisit de les exclure politiquement, il les marginalise. De même, la représentation médiatique véhicule beaucoup de clichés, de la stigmatisation à la glamourisation. Il s'agit de vendre toujours, pas d'informer, pas de prendre soin des gens, mais de faire de l'argent. Ce qui rajoute à la difficulté matérielle de prendre soin de soi, la difficulté de se comprendre entre individus différents et de trouver les ressources de soutien humaines en fait. Et dans ce contexte se pose la question de comment vivre avec, comment se soigner si c'est possible, comment ne pas rechuter si c'est un cas où c'est possible. Et c'est juste ainsi que le capitalisme nous détruit en fait. Et je vais aborder un petit point avant de passer sur une note un petit peu plus positive quand même. C'est que je ne suis pas contre la prise en charge immédiate sous ces systèmes au mieux possible, que ce soit sur le plan thérapeutique ou par une aide médicamenteuse. Pas du tout, hein. C'est pas ce que je dis. Et au contraire, je pense qu'en réalité, on lutte mieux en prenant soin de soi et en prenant soin des autres en parallèle de la lutte. Je pense pas qu'on soit plus efficace en se laissant être pris par un système destructeur. Je dis juste que ça ne suffira pas. Ça suffira pas à nous épanouir pleinement et à être heureux à notre plein potentiel, du moins de ce que je pense. Et donc ce que je voudrais dire en fait, c'est que ce mal-être qu'on a tous un peu chacun, en fait c'est un mal social. Et que la conclusion que je veux tirer, c'est pas une conclusion déprimante ou fataliste, au contraire. En fait, les mêmes raisons qui nous minent comme ça, c'est des raisons qui poussent les gens à tirer de plus en plus de conclusions révolutionnaires. Et c'est là qu'est réellement la solution. Comme le problème,
la solution doit être sociale. Il s'agit de s'unir pour lutter tous ensemble, pour prendre les choses en main. Et rien que la lutte en soi déjà est bienfaitrice. Parce que c'est dans la lutte qu'on recrée du lien avec l'humanité, qu'on comprend qu'en fait, non, l'humain n'est pas un monstre, qu'en fait c'est le capitalisme qui est monstrueux. Ça permet de comprendre qu'en fait, on est dans une classe sociale où on a tous des intérêts communs et qu'on peut lutter ensemble pour ces intérêts. L'étude révolutionnaire, l'étude de la philosophie marxiste, l'étude de l'histoire des révolutions et des contre-révolutions, ou même de l'économie en général, des sociétés, ça permet de comprendre en fait, et d'anticiper, de comprendre les mouvements des choses, les mouvements de la société, pourquoi les choses existent, comment elles apparaissent, comment elles changent, et ça permet de comprendre que non en fait, ce système n'est pas éternel, ce système va avoir une fin comme tous les systèmes, et que c'est à nous de le renverser. Cette étude, et de manière générale la lutte, elle permet d'avoir confiance que les choses changent, que les gens changent, que les consciences se forment dans la lutte. D'avoir confiance parce que maintenant, on a une perspective. Et cette perspective, c'est de lutter contre le capitalisme pour fonder une société où chacun a sa place, où chacun est utile, où chaque personne enrichit l'apport général selon ses capacités, où chaque personne fait partie intégrante de la gestion de cette société, où du coup on a un pouvoir sur comment on gère la société. Et en échange, les biens communs produits servent les besoins des plus primaires à tous ceux qui peuvent s'ajouter sans nuire à l'intérêt général en fait. Une société qui nous enrichit et permet de nous épanouir au maximum en utilisant toutes nos qualités. Et si vous vous demandez comment, grâce à un temps de travail réduit, équitablement réparti, grâce à une véritable démocratie ouvrière, où on a un véritable contrôle sur la production et sur la distribution, où sa parole compte, grâce à la socialisation des tâches domestiques, grâce à un service de santé gratuit et librement accessible, grâce à une société qui ne suit plus une logique de profit et donc ne produit plus d'idéologies qui servent à maintenir ses profits. Et cette société-là, c'est le socialisme. Et quelque part, ça fait déjà du bien de savoir qu'on lutte, qu'on peut lutter pour un monde meilleur et que c'est pas qu'une utopie, qu'on le vive ou pas, qu'on fasse partie de ce processus historique pour aboutir à une société plus juste, de faire partie d'une lutte où on a besoin de tout le monde, parce que tout le monde a sa place dans la lutte. Et c'est normal d'aller mal parfois, parce que vos mots ont une raison d'être. Et maintenant, il faut prendre le problème à la racine et s'organiser ensemble pour lutter à renverser le capitalisme.